Nous sommes le 12 décembre aujourd'hui, 12 décembre 2022. C'est une date qui va rester gravée forcément dans les mémoires et dans la mémoire collective ivoirienne, voire africaine, puisque le 12 décembre 2019, nous diffusions pour la première fois dans l'espace télévisuel ivoirien la première émission de la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'était La Télé d'ici. Une émission qui, au fil des ans, au fil des mois, s'est construite et espère donc avoir gagné vos cœurs. Mais tiens, ce soir, on va parler de construction. Construction dans le vrai sens du terme. On aura beaucoup de plaisir à recevoir un invité. C'est un invité unique et spécial de La Télé d'ici ce soir, Guillaume Kofi, récemment donc auréolé du prix dans la catégorie ingénierie du World Architecture Awards avec son associé Diabaté. Avec lui, on va parler justement de ce qui lui a valu cette distinction, mais également de la problématique globale de la construction en Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan. Abidjan qui se construit bien, mais sans les architectes. Ça, c'est ce qu'il a dit au cours d'une interview. On va lui poser cette toute petite question en tout début d'entrevue. Il sera donc l'invité de La Télé d'ici au risque de se répéter. Avec nous en plateau, évidemment, Sonia et Mister Fils Unique, je crois, ou un Ketouké. Enfin, on verra qui est là ce soir, évidemment, pour cette autre Télé d'ici. Pour le volet live, sur la scène de La Télé d'ici, pour clôturer tout ceci en mélodie, on sera rejoint par cette jeune artiste talentueuse, c'est Ayane, qui nous offrira d'apprécier ce qu'elle sait faire de mieux. Dans cette Télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans La Télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. D'ici à la fin de cette émission, on va revenir sur la toute première introduction du tout premier épisode de La Télé d'ici sur la toute première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, à la faveur évidemment de la commémoration des 3 ans d'existence de cet infotainment que vous suivez tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 avec une légère exception les vendredis, 18h30. La Télé d'ici porte du week-end où les intelligences de nos invités s'affrontent et parfois ça vire au pugilat. C'est pas plus mal. Nketouké, ça va? Oui, ça va super bien. Et toi? Je vais très bien. Merci. Sonia, ça va? Ça va, joyeux anniversaire. Tu as 3 ans du coup. Ouais, j'ai 3 ans. J'ai 3 ans, effectivement. Sonia, combien? Quelques mois? C'est vrai, quand on commençait cette émission, j'avais aussi une petite couronne, tiens, comme Guillaume Kofi, qui est notre invité ce soir. Non, lui, sa couronne est un peu plus touffue. D'accord. Vous allez bien, messieurs et dames? Ça va? Alors, on va rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. Sonia a juste tenu à faire un débrief par rapport à un événement culturel qui s'est tenu ce week-end. C'est bien ça? On en parle rapidement? Oui. Ouais. Alors donc, Wizkid, comme on dit chez nous, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Et ça fait 2 fois qu'il plante le public ivoirien. C'est vrai ça? Oui, 2 fois. Ok. Alors donc le 19 avril dernier, il était annoncé déjà en Côte d'Ivoire pour un concert. Et quelques jours avant le concert, on annonce que le concert est annulé à la faveur de la Covid, comme s'il n'y avait pas de Covid lorsqu'il avait décidé de signer. Quelques mois plus tard, on nous annonce une nouvelle date. On dit ceux qui ont déjà acheté leur ticket pouvaient réutiliser le ticket. Pour rappel, les tickets étaient à 50, 100 et 150 000. Les gens sont contents, ils se disent il n'y a pas de souci. Mais il y a 3 jours, donc il y a quelques jours avant le concert d'Abidjan, on découvre l'itinéraire de l'artiste. Il devait être au Ghana le samedi 10, ensuite à Abidjan le dimanche 11 et le même 11 à Cotonou. On se dit attends, comment c'est possible? Mais bon, on sait que l'artiste se déplace en jet privé, donc on se dit ça va faire... Pour lui, c'est comme si c'était Cocody Treichville en taxi, donc c'est peut-être possible. Coup du sort, samedi, pas de Wizkid au Ghana. Les sceptiques en Côte d'Ivoire commencent à se dire s'il a fait ça au Ghana, il y a des risques qu'il le fasse en Côte d'Ivoire. Mais non, il envoie quand même ses musiciens à Abidjan. Donc on se dit si les musiciens sont là, l'artiste vient forcément. Mais non, 19h pas d'artiste, 20h pas d'artiste, 21h pas d'artiste, 22h. Même le MC de la cérémonie crie son ras-le-bol. Wizkid ne viendra pas, il faut que le public rentre chez eux. Mais tant qu'il ne viendra pas, en fait, son équipe ne rentrera pas. Mais il décide de dépasser Abidjan, il va prester à Cotonou. Mais lui, il m'a expliqué la raison. Tout à l'heure, il m'a dit... Je te laisse. Oui, non, mais en fait, tu sais, c'est déplorable ce qui vient de se passer. Parce que les gens ont payé les tickets et tout, tu vois. Mais il a regardé en Côte d'Ivoire et puis Bénin. Bon, s'il ne vient pas ici, forcément, ça ne va pas plaire aux gens. Mais au Bénin,
s'il ne vient pas, là-bas, là, il ne joue pas, tu vois. Donc, Ça fait une carrière, quoi, tu vois. apparemment, c'est pour cela qu'il a choisi le Bénin. Mais dans quelques jours, il y a c'est l'avis de Eketouké. Mais une chose, en tout cas, il y a des inquiétudes encore, c'est que dans quelques jours, il y a un festival à Abidjan qu'on appelle Move Africa Festival. Et au même moment, il y a Afro Nation au Ghana. On a 2 artistes nigérians qui sont censés être sur ces 2 événements à 24 heures d'intervalle. Lesquels artistes? Osladé et Rema, qui sont censés aussi venir en jet privé. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on ne sait pas. Mais ceux qui comptent sur ces 2-là, n'y comptez pas trop. Puisqu'il nous a fait ça une 2e fois. D'accord. Merci pour ce débrief, Sonia. Sonia qui revient sur ce rendez-vous manqué ce week-end-là. Alors, ce qui arrive maintenant, ce n'est pas un rendez-vous manqué. On l'a invité, il a accepté gentiment de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Il était le président de l'Ordre des architectes de 2006 à 2014. Il est membre de l'ASCA, de l'Académie des sciences, des arts, des cultures, des diasporas africaines. Ce soir, on le reçoit surtout parce qu'il a été récemment auréolé du prix donc, de la meilleure création avec le projet Orange Village au World Architecture Awards. Merci d'accueillir avec les ovations qui lui reviennent Monsieur Guillaume Kofi. Guillaume Kofi, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Merci d'être là. On construit Abidjan sans les architectes. C'est toujours valable, ça, ou pas, cette déclaration? Cette affirmation, cette assertion? Disons qu'on pourrait mieux faire appel aux architectes pour la construction d'Abidjan. Il y a effectivement donc, une législation qui donne donc, la primauté donc, de l'acte de bâtir aux architectes, mais son application n'est pas toujours effective. Et malheureusement, on constate, effectivement, là c'est un fait, que près de 90% de ce qui se construit sur la ville d'Abidjan se fait sans architecte. C'est énorme, 90%. C'est énorme, effectivement. Et nous travaillons donc avec les pouvoirs publics pour réduire effectivement donc, cet écart-là. Est-ce qu'il y a une corrélation directe avec les effondrements d'immeubles, par exemple? Ou c'est plutôt... De fait, oui, puisque... quand vous travaillez avec un architecte, a priori, il est censé travailler dans les règles de l'art. Il ne travaille pas tout seul, il travaille effectivement donc, avec des bureaux de contrôle qui, eux, effectivement, certifient la solidité du bâtiment. Et si cela n'est pas fait, bien sûr qu'on peut arriver donc, à des accidents qui peuvent être mortels. D'accord. Alors, vous êtes très attaché aux questions écologiques. On va y revenir certainement au cours de cette émission. Mais avant cela, parlons un peu de ce qui vous vaut d'être là, surtout ce soir. Vous et votre associé, vous avez obtenu le lauréat, enfin le prix de la meilleure création dans la catégorie ingénierie pour la construction du village Orange. En quoi est-ce un bâtiment si particulier que ça? Au-delà de son apparence assez futuriste, quand même, il faut le dire. Bon, elle n'est pas si futuriste que ça, enfin, en ce qui nous concerne. Mais effectivement, donc, ça a été toute une approche donc, de développement durable qui a concouru effectivement donc, à l'édification donc, de cet édifice-là. Donc nous avons pensé effectivement donc, à produire un bâtiment attaché à l'économie, à la durabilité, donc en utilisant des moyens passifs, effectivement, donc pour l'économie d'énergie. Mais ce qui a valu véritablement donc, le prix, c'est cette enveloppe, cette double pot qui permet effectivement donc, de faire des économies d'énergie. Je rappelle que c'est une balle de golf. Hein. C'est une balle de golf parce que, pour mémoire, c'est un bâtiment qui est situé en face donc, des 70 hectares du golfe d'Abidjan. Et c'est un espace, c'est un véritable poumon vert que nous avons donc, à l'intérieur donc, de Cocody. Et c'est un emplacement effectivement donc, assez exceptionnel pour le siège donc, d'Orange. Et c'est un concours. Ce siège-là a été conçu donc, sur la base d'un concours qui a été lancé en 2016, où nous avons été donc, lauréats. Et notre conception s'est attelée à utiliser donc, des moyens passifs donc d'économie d'énergie, avec la conception de cette double pot, avec une courbure horizontale et verticale. Donc c'était la difficulté majeure donc, à pouvoir résoudre, de sorte à ce que les 4000 pièces que constitue cette double pot, qui d'apparence sont identiques, en fait, ont des dimensions relativement différentes, légèrement différentes. Donc il a fallu donc, des logiciels donc, assez sophistiqués pour pouvoir concevoir cela. Nous avons réussi à le faire donc,
avec la société Jet Contractor, qui est une société marocaine. Qui a réalisé cette double pose. C'est cela. Je voulais demander pour construire un édifice pareil. C'est-à-dire, c'est dans l'appel à projet qu'on dit ça, où il dit juste qu'on a besoin d'un bâtiment de 400 bureaux et c'est vous qui... Oui. Généralement, quand il y a un concours d'architecte, il y a un programme qui est établi, qui définit effectivement donc, les besoins du client. En l'occurrence, donc Orange a écrit un cahier de charges pour dire, voilà, nous avons un effectif donc, de 9000 personnes donc, qui doivent logés dans ce bâtiment-là, avec donc les différents types de bureaux, des bureaux individuels pour les directeurs, des espaces paysagers pour le reste du personnel, une salle de sport, des restaurants, des salles pour méditer, et ainsi de suite. Et sur la base donc, de ce programme... Vous proposez quelque chose d'assez original. Okay. D'accord. Est-ce qu'ils ont quand même insisté sur la dimension économie d'énergie ? C'est quand même très tendance. Bien sûr. Au niveau du cahier de charges, effectivement, c'était un impératif à respecter. Il fallait donc produire un bâtiment de basse consommation. Et donc tout ce qui a été utilisé au niveau technique pour produire la climatisation, pour alimenter les ordinateurs et tout ça, donc ce sont des équipements basse consommation. D'accord. Vous disiez justement dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique en octobre dernier, dans la livraison numéro 31-17, et je vous cite verbatim, « Je suis de la génération qui a vécu sans climatisation dans les années 1960, avant que l'on généralise ces systèmes énergivores pour les édifices publics. » C'est un problème visiblement pour vous. Effectivement, enfin... On dorme sous le climatiseur. ou le dire ainsi, c'est pas juste. Non, c'est pas tout à fait juste. D'accord. Il faut climatiser, mais il faut pouvoir climatiser en étant économe en énergie. Climatiser le moins possible. J'ai sorti cette fameuse phrase tout simplement parce que effectivement, dans mon souvenir d'enfance, quand j'allais à la poste ou quand on allait à la sous-préfecture, dans les équipements publics, les bureaux n'étaient pas climatisés. On travaillait dans des espaces qui étaient ventilés naturellement, avec éventuellement des brasseurs d'air, mais je ne pense pas que c'était quelque chose d'étouffant. Mais pourquoi on y a pensé en ce temps-là et aujourd'hui, visiblement, on n'y pense pas? C'est qu'il faut, c'est aux architectes d'être force de proposition. Je repose ma question dans l'autre sens. Est-ce qu'on construisait mieux à l'époque qu'aujourd'hui? Ou je le pose encore dans notre même sens. Est-ce qu'on construit mal aujourd'hui? De façon générale, puisqu'on fait moins appel à des professionnels, on construit moins bien. D'accord. Voilà, on devrait pouvoir... C'est une réponse très gentille. On construit moins bien. Pour dire qu'on construit mal. Ça, on l'a bien compris. Très bien. Alors, vous déploriez aussi une chose, tout de même. Vous étiez quand même président. Vous avez été président de l'Ordre des architectes. Vous avez déploré une chose... Pendant 9 ans, oui. Pendant 9 ans, de 2006 à 2014, autant que je sache. Vous avez déploré une chose qui est fondamentale. La Côte d'Ivoire a amorcé un vaste programme de construction, d'opérations immobilières un peu partout dans le pays. Vous avez déploré le fait qu'on coupe les arbres. Comment on peut construire sans couper les arbres? Question un peu profane. Bien sûr, quand on arrive justement, la démarche donc, de développement durable, quand on arrive sur un site, c'est de prendre en compte ce qui existe. Donc l'existant par rapport effectivement aux arbres qui existent. Si on a des arbres majeurs, vous trouvez un fromager qui a une centaine d'années, vous n'allez pas venir le... Comme c'est le cas au Sofitel Avenue en Côte d'Ivoire, par exemple. Et c'est aux architectes de faire preuve d'imagination. On peut construire autour de cet arbre-là. Et puis, bien sûr que les petits sujets qui ne sont pas dignes d'intérêt, on peut les couper et en replanter d'autres, bien sûr. Mais les arbres majeurs, il faut faire attention, effectivement. D'accord. Vous disiez aussi, je suis contre les logements Soweto. Ça veut dire quoi? Des lotissements Soweto. Des lotissements Soweto. Des lotissements Soweto. On constate aujourd'hui à Abidjan qu'on a un étalage urbain. La ville s'étend sur plus de 40 kilomètres. C'est très difficile en termes de mobilité, en termes de pollution et tout cela. Mais tout cela est favorisé par justement le fait qu'on fait des maisons individuelles sur de petites parcelles. Voilà, et ça concourt... Ce que d'aucuns appellent les maisons boîtes d'allumettes. Ça, c'est pas vous qui le dites, c'est nous qui, voilà, et donc le formulons. C'est un peu l'image que j'avais de Soweto avant d'y aller. Mais bon, elle n'a pas beaucoup changé. Effectivement, c'est une juxtaposition donc, de petites maisons comme ça qui, effectivement, constituent le mal logement de demain.
parce que généralement, ce sont des lotissements qui sont faits avec très peu d'assainissement. On ne traite pas l'évacuation donc des eaux pluviales. Les eaux usées sont laissées de façon individuelle au bon vouloir donc, du propriétaire. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sortes de bidonvilles modernes? Et tout cela, effectivement, constitue ce que moi j'appelle le mal vivre de demain. Et donc, ça va être effectivement des bidonvilles dans quelques années. D'accord. Mais c'est par rapport au mètre carré que vous définissez ça? Par rapport au mètre carré des maisons ou... Le lotissement Soweto? Oui. Non, c'est par rapport au parcellaire que nous avons. Voilà, aujourd'hui, un lotissement, on a une rue et de part et d'autre, on a une petite maison et puis chacun... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que quand vous regardez l'image d'Abidjan... Parce qu'on a quand même parlé de logements sociaux. En d'autres termes, il faut construire pour des petits budgets. Pour les petits budgets et pour le plus grand nombre, surtout. Par le passé, la Côte d'Ivoire, il y a une soixantaine d'années, a prouvé qu'on pouvait le faire. On l'a fait. Et c'est ce qui donne encore l'image emblématique du bel Abidjan que nous aimons tous. Quand vous regardez, effectivement, donc, vous arrivez à Cocody, donc le quartier Saint-Jean, où on avait effectivement des immeubles d'une certaine hauteur, de 4 étages. On avait d'autres de 2 étages. Et ensuite, donc, de petites villas individuelles. Il y avait effectivement donc, un épanelage urbain qui était assez harmonieux, avec également des maisons donc, de différents types de standing, de sorte à pouvoir avoir cette mixité sociale qu'on a vu au sein de Cocody et qui existe encore. Donc tout ça pour dire que je préfère que nous privilégions effectivement le développement de programmes immobiliers plutôt que la vente donc de terrains individuels et laisser chacun venir construire sa petite maison. Ce qui fait que les chantiers, les quartiers sont en chantier pendant des dizaines d'années. Regardez dans tous les quartiers périphériques, quand vous aurez fini de construire, de finir votre maison, parce que vous aurez acheté juste 4 murs et un toit, et on vous laisse finir donc votre carrelage, faire votre assainissement, et ainsi de suite. Quand vous aurez terminé, ce sera votre voisin qui va commencer. Et puis chacun va venir mettre son petit tas de sable, son petit tas de gravier, et ainsi de suite. Et vous avez des quartiers qui sont mornés. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Parce que... Là, je pense que c'est peut-être valable dans le cadre d'une opération immobilière, peut-être à l'initiative d'une entreprise ou d'une société, on sait exactement ce qu'on va faire. Si je prends l'exemple de terrain qu'on achète à titre individuel, chacun achète et construit à son rythme, ce problème va se poser. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas l'argent au même moment. Oui. Mais il faut produire des programmes immobiliers qui offrent des logements finis, qui soient finis. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre logement, vous n'avez pas de carrelage à faire. D'accord. Et c'est même interdit, parce que vous avez effectivement un règlement de copropriété qui fait en sorte que vous n'avez droit qu'à jouir donc, de la maison, mais à ne pas la modifier. Vous voyez. D'accord. Si vous gagnez de l'argent et que vous évoluez dans l'échelle sociale, ben dans ce cas-là, vous achetez une maison dans un autre quartier. D'accord, pas de modification possible. Voilà, vous le prenez tel quel. On va en reparler, évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, Guillaume Kofi. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. On va revenir sur, encore une fois, la problématique de la construction, de l'urbanisme de façon générale. On va s'appesantir aussi sur la question d'Abidjan, qui est, de mon point de vue, un cas d'école qui mérite absolument qu'on crève l'abcès. Il y a la pub, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Le trajet plein de surprises avec Orange Money.
Hello mes passagers choco, bienvenue dans le Woyo le plus choco, le plus jazz de tous les temps. Alors, au menu aujourd'hui encore, 50 000 francs à gagner et bien sûr un trajet complètement fun et complètement gratuit. Bienvenue, let's go. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez où? Au marché de Macron. Marché de Marcory, d'accord. Vous avez un numéro orange? Oui, oui. D'accord, vous regardez NCI? NCI, oui. Vous regardez quelle émission? La télé d'ici, les femmes d'ici et tout. Ok, très bien. Comment tu t'appelles? Fatima. Fatima. Ah voilà, un joli prénom. Bienvenue dans le War NCI. Merci. Tu sais un peu comment ça se passe, non, dans le War NCI? Oui. Moi, j'adore embêter les gens. Et aujourd'hui, je vais t'embêter au maximum. Fatima, tu écoutes quoi comme musique, toi? Un Dadju. Ce que je veux te demander de chanter n'a rien à voir avec Dadju. D'accord. Je vais te demander de nous chanter l'Abidjanaise, l'hymne de la Côte d'Ivoire. Ça va, c'est bon, non? Oui, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1, mesdames et messieurs, en direct depuis le Woyo, depuis le War NCI, notre passagère chanteuse Fatima. Salut, hôtel d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers d'habitants de ta grandeur. Tous assemblés pour ta gloire, de bâtiments dans le bonheur, de l'espérance promis, chers à l'humanité, enfants jeunes unis dans la foi, le nouvel an, la partie de la... Yeah, La partie de la vraie Fatima. fraternité. Ah ouais, Fatima, merci. Promets-moi une chose. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas apprendre notre hymne national. Je vais pas apprendre, je vous promets. Alors, ma très chère Fatima, voyons voir si au niveau des questions orange, tu te rattrapes. Hein, parce que l'Abidjanaise, là, c'était trop... c'était un peu dur. Dis-moi, donne-moi 2 avantages d'avoir l'application Orange Money. On peut faire un transfert de façon sécurisée Ok. à Orange Money. On peut souscrire la connexion plus rapide. L'achat des crédits aussi, c'est comment? C'est efficace et rapide. Ah, très bien. Voilà, Fatima, voilà qui te permet de remporter 50 000 francs, ma chérie. Merci. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Et tu recevras tes 50 000 francs dans pas longtemps. Merci d'avoir été ma passagère du jour. Merci. J'ai un cadeau pour toi. Voilà. Oh, merci. Merci à Orange, merci à NCI. Voilà notre grande chanteuse Fatima qu'on vient de déposer. Franchement, j'ai écouté l'Abidjanaise de toute ma vie, mais celle-là, cette version-là est inédite, je l'oublierai jamais. Allez, c'était le War NCI, le Woyo le plus choco de toute la Côte d'Ivoire. On se dit à demain pour un autre numéro encore plus fun. Ciao! War NCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision à la suite de War NCI, toujours avec Guillaume Kofi, lauréat du World Architecture Award dans la catégorie ingénierie pour le projet au village Orange, avec qui donc on évoque à la fois, évidemment, cette, on peut le dire, c'est une prouesse, non, architecturale, on peut le dire. C'est l'avis des jurés. Tout à fait. C'est pas la première distinction d'ailleurs. Hein. Il y en a eu une en 2018. En 2018. Dans la avec, catégorie bâtiment sportif. Tout à fait. Voilà, pour le gymnase Avec- du lycée Blaise Pascal. Du lycée Blaise Pascal. Absolument. Revenons à nos affaires d'urbanisation ou d'urbanisme. Ça dépend de là où on se situe. Vous dites dans une interview, nous militons pour une ville humaine avec des espaces verts et des équipements partagés. Le beau ne se traduit pas toujours par la verticalité. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on a de grands bâtiments qu'on a une belle ville. Effectivement. Vous savez, même dans les villages, hein, on dit, ah, celui-là, il a construit une maison à étage. On pense que le fait qu'il ait une maison à étage, c'est la plus belle maison. La plus belle maison n'est pas forcément la plus grande et la plus haute. Mais tout ça pour dire tout simplement que pour des bâtiments administratifs, là où on doit aller faire signer un papier, demander un acte de naissance et ainsi de suite, et ce genre de choses du quotidien, il faut que nous fassions attention et pour construire donc des bâtiments accessibles.
donc en termes de mobilité, qu'on ne soit pas obligé de faire la queue devant les ascenseurs pour aller se faire signer un petit papier au 15e étage. D'accord. Voilà, donc un bâtiment administratif doit être véritablement accessible. OK. Voilà, et c'est dans ce sens que je disais cela. Il est vrai, effectivement, que tout le monde rêve un peu de Dubaï. D'avoir des gratte-ciel. Voilà, avoir des gratte-ciel. Moi, je milite personnellement. Voilà, je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez l'urbanisme de Washington et celui de New York. Effectivement, on a des échelles complètement différentes. Voilà, je milite pour l'urbanisme de Washington. Donc, avoir des immeubles qui fassent moins de 28 mètres, c'est-à-dire donc de 7 étages maximum. Voilà, de sorte à ne pas être classé en IGH, parce qu'on travaille également avec une réglementation. Au-delà de 28 mètres, votre bâtiment, il va vous coûter 20% plus cher. Voilà. Et avec, a priori, des contraintes d'entretien qui sont également onéreuses. Et donc, il faut pouvoir faire l'économie de ces coûts prohibitifs d'entretien et avoir des bâtiments donc, à échelle humaine. Pour ce que je sais de ma connaissance très profane, et certainement celle aussi de Sonia et de Nketouké, il y a ce qu'on appelle un plan d'urbanisation ou d'urbanisme. En d'autres termes, une ville, on sait qu'ici, il ne faut pas construire en hauteur, ici, il faut construire à des niveaux plutôt maîtrisés. On a reçu le ministre de la Construction qui a pris l'exemple de Marcory, la commune de Marcory. L'argument qu'il a donné, c'est que c'est une commune qui n'est plus extensible. Elle est bordée de part et d'autre par d'autres communes. Ce qui oblige finalement les constructeurs aujourd'hui à construire en hauteur. Est-ce normal? Oui. Je milite certes pour des bâtiments de faible hauteur, mais ça ne veut pas dire que je milite contre la densification. Il faut densifier effectivement les quartiers existants sur les tissus existants. Marcory et Trècheville sont deux exemples probants. Effectivement, à Marcory, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus de zone d'extension. Il faut aller en hauteur. Mais effectivement, je pense qu'il faut limiter, pour des questions même de sécurité, il faut limiter les bâtiments donc, à 7 étages maximum. Et puis, avoir un accompagnement donc, de cette réglementation. Dire l'assainissement qui était prévu que pour des maisons individuelles, à ce moment-là, ne sera plus le même. Il faut l'adapter. Des maisons, effectivement, où on a des logements qui sont superposés. Donc, il faut prévoir, effectivement, donc, des évacuations et les traitements d'eau qui vont en conséquence. D'accord. Alors, dans certaines villes développées, on constate, par exemple, que tous les bâtiments sont construits sur le même modèle, avec pratiquement la même façade, le même choix de couleurs, de peinture et tout. Ça obéit à quelle logique? Est-ce plus de l'esthétisme ou plutôt pour des questions écologiques? Quelle est l'explication derrière? Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Moi, personnellement, je trouve que Paris est une très belle ville. Justement à cause de cette homogénéité que d'autres décrivent. Le fait que tous les bâtiments semblent se ressembler en apparence, parce qu'il y a une réglementation sous Haussmann qui a fait de Paris donc, la ville la mieux structurée, la mieux tracée du monde, et la plus dense également. Vous voyez, à Paris, normalement, vous n'avez pas de gratte-ciel. Par contre, vous avez une densification, une densité qui est beaucoup plus importante que dans certaines villes où on se retrouve. Donc c'est purement un choix, en vérité. Bien sûr. Il n'y a pas d'exigence particulière. Ce sont des choix donc, d'urbanisme. Mais il est vrai que vous parlez donc de la ville d'Abidjan, qu'il faut commencer à densifier sur les tissus urbains. On ne peut plus se permettre d'avoir effectivement donc, ces fameux lotissements Soweto qui d'ailleurs défigurent et dénaturent donc le paysage urbain. Il faut noter que l'habitat constitue 90% de la surface d'occupation au sol des villes. Alors vous imaginez si chacun doit avoir effectivement donc, sa petite maison. Ça ne marche pas. Alors Abidjan est en train de grossir à une vitesse incroyable, exponentielle. Est-ce qu'on respecte les normes en termes d'extension de la ville, ou est-ce qu'on est en train de commettre encore des erreurs qu'on va peut-être constater et regretter dans quelques années? Mais ces erreurs, c'est déjà donc, cet étalage urbain que nous déplorons et qui constitue, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mal-vivre de demain. Et il va falloir penser à des habitats plus groupés, collectifs, à des habitats intermédiaires qui s'imbriquent les uns dans les autres, et pour pouvoir dégager le plus d'espace vert possible. Moi, je milite pour une ville où on devrait avoir plus de 60% d'espace vert.
Voilà. Plus de 60% d'espace vert. D'accord. Donc moins de 40% de surface construite. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Avec la densification, on peut y arriver, bien sûr, mais avec de la planification, il faut prendre, donc, il faut anticiper donc, sur ces problématiques-là. Et la planification doit être donc, le maître mot donc, de la production de la ville. Donc à coup sûr, on est en train de commettre des erreurs en ce moment. Bien sûr. Mais qui n'en commet pas dans toutes les villes. Hein, On va s'en mordre les doigts dans quelques années. C'est quoi le danger de construire comme ça? Le danger, en dehors de ce que vous avez cité. Le danger, c'est qu'il y a certains quartiers où le bus ne peut pas arriver. Donc, en termes de mobilité, ça pénalise donc, un certain nombre de populations. On le subit déjà aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont obligés donc, de se réveiller à 4 h du matin pour pouvoir être au travail à 7 h. Oui, ceux qui habitent Bingerville. Voilà. Et donc, effectivement, donc, les problèmes de mobilité sont des problèmes très importants. Fort heureusement, aujourd'hui, on voit un certain nombre donc, de travaux d'infrastructures qui sont en train donc, de se faire, en espérant effectivement que sur les 7 ponts programmés sur le schéma d'urbanisme des années 70, on en a 3 de réalisés, que les 4 autres pourront se faire, et puis qu'il y en ait plusieurs autres, de sorte à pouvoir désengorger effectivement donc, le trafic à Abidjan. Est-ce qu'ils sont consultés, les architectes ivoiriens, sur ces projets? À mon sens, pas assez. Pas assez. Pas assez, franchement. Sur une échelle de 0 à 10 on serait à 3. À 3 Ok. Pourquoi on ne fait pas confiance suffisamment aux architectes ivoiriens? Je pense que c'est pas... Vous avez dit que les architectes établis en Afrique ont moins de publicité, ou bénéficient de moins de publicité que les architectes africains établis en Europe. Ça, vous l'avez dit aussi dans une interview. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, effectivement. Aujourd'hui, vous prenez des architectes africains qui sont mondialement connus et reconnus. Ils habitent en Europe, hein, en Angleterre, pour... trop de mémoire. Ils sont en Occident. Ils sont en Occident. D'accord. Francis Kéré, qui est burkinabé, qui lui vit en Allemagne. Est-ce qu'il y a un lien avec la question que j'ai posée tout à l'heure, le fait que vous ne soyez pas suffisamment consulté? Mais parce que quand on vient en Europe et quand vous voyez par exemple le World Architecture Festival se déroule essentiellement en Europe. Parce qu'effectivement, là-bas, on a une économie de communication donc, au niveau donc, de ces métiers de production de la ville, de l'architecture, et où effectivement donc, on va donc, chaque année confronter des idées avec les architectes du monde. Ce genre d'événement, effectivement, n'existe pas encore en Afrique, et il faudrait, à l'initiative, pourquoi pas des architectes, qu'on puisse donc les... Justement, c'est à se demander quel est le cadre de dialogue entre l'ordre des architectes et les autorités en charge des questions de construction. Écoutez, nous avons... il y a des rencontres régulières, régulières qui se font. À l'époque, on avait un cadre de concertation formel qui avait été établi donc, avec le ministre donc, de la Construction donc, de l'époque. Je pense que ça dépend également des architectes qui devraient être force de proposition pour aller vers les pouvoirs publics, pour proposer une collaboration. Il y a un réflexe aussi des constructeurs aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, depuis quelques années, on construit un immeuble et juste en dessous, il y a une boutique. Donc tous les quartiers, même ceux supposés être des quartiers résidentiels, sont aujourd'hui des quartiers commerçants aussi. C'est une bonne chose que chacun cherche, pour parler comme un Ketouké, son domta Ça répond également donc à un manque du respect de la réglementation. Vous prenez l'exemple donc des 2 plateaux. De la rue des Jardins. Il y a donc une quarantaine d'années, quand ce quartier a été conçu, c'était un quartier résidentiel, par excellence. Voilà. Donc il n'y avait pas de commerce de prévu. Mais la nature ayant horreur du vide, tous ces gens qui habitent là, il fallait bien effectivement qu'ils puissent se nourrir, ainsi de suite. Et petit à petit, il a commencé à avoir des commerces. Aujourd'hui, la rue des Jardins est devenue une rue commerçante. Carrément. Donc ça veut dire que la ville, ce n'est pas quelque chose de figé. Même en termes de réglementation, les choses peuvent évoluer. Donc ce n'est pas une mauvaise chose.
que chacun fasse son petit commerce. Oui. Mais si la réglementation prévoit des espaces de commerce dans chaque quartier, donc ce qu'on appelle donc des commerces de proximité, on peut arriver effectivement donc à réguler Parce que ce qui se passe, c'est qu'au pied du bâtiment, on a d'abord une boutique formelle. C'est souvent des ventes de vêtements pédicures, manicures. Juste devant, il y a la dame qui vend son toffee et son déguet et tout. Donc finalement, on occupe le trottoir. Ah non, ça ne devrait pas être permis. Bon, okay. Ce n'est pas une fatalité. Ok. Je pense, effectivement, il appartient au pouvoir public de prendre des dispositions pour pouvoir, si vous n'avez pas prévu des espaces de commerce, dans un endroit, mais bien sûr il faut le prévoir. Alors, ce qui m'amène à vous citer encore une fois. Vous dites, certains quartiers se développent de façon anarchique, possèdent leur propre centre d'affaires et commercial, vivent en autarcie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Aujourd'hui, avec ce que nous subissons comme problème de mobilité, de circulation, d'embouteillage, ceux qui habitent Yopougon, ils vont faire leurs affaires à Yopougon et ils vont faire en sorte d'éviter d'avoir à venir jusqu'au plateau ou à la Trècheville, et ainsi de suite. Moi qui prétends bien connaître Abidjan, je vous assure, dans la commune de Cocody, j'arrive dans certains endroits, je suis complètement perdu. Vraiment perdu. Et la ville évolue très vite. Très vite. Et ça, c'est la planification qui devrait pouvoir anticiper donc, sur ces phénomènes-là et prévoir. Et si vous, justement, et c'est pour ça que je milite pour des programmes immobiliers, si vous faites de vrais programmes immobiliers avec de vrais professionnels, toutes ces choses-là seront discutées avec les pouvoirs avec les pouvoirs publics, de façon complètement concertée. On arriverait à des villes qui seraient mieux pensées. D'accord, très bien. Pensons la pub. Allons à la pub. Et après, on revient. On reparlera encore une fois avec Guillaume Kofi. Restez avec nous. Il y a un Ketouké aussi qui a une déclassification à faire, des dossiers sensibles de la République. Je ne sais pas s'il va parler de construction, d'urbanisme ou d'urbanisation dans quelques instants, juste après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la Télévisie consacrée ce soir entièrement, du moins en grande partie, à la construction, à l'urbanisme avec Guillaume Kofi du cabinet Kofi et Diabaté Architectes, lauréat du prix 2022, catégorie ingénierie du World Architecture Awards, obtenu donc il y a seulement quelques jours. Voilà, Guillaume Kofi qui est une fierté nationale et qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir ce soir dans la télé d'ici. Avant cela, on va sacrifier une tradition, on va se tourner vers celui qui est le spécialiste de la déclassification des dossiers sensibles de la République, qui n'est autre que Mister Nketouké. Voilà, c'est un moment très attendu aussi. La déclassification des affaires classées, des dossiers classés. Voilà, c'est ça. Un peu comme au FBI, voilà, il faut déclassifier à un moment donné, c'est juste après ça. Yes. Merci, Cheikh. En fait, j'aimerais qu'on ovationne encore très fort notre invité, voilà, qui nous a édifié. Voilà. Et tout de suite, ça me donne une idée claire, voilà, de l'expression, c'est au pied de l'architecte qu'on voit le vrai mur, vous voyez? Ah bon? C'est quoi? C'est quelle expression ça? Oui, bon? Oui, c'est une nouvelle expression. Ah bon? Au pied de l'architecte, on voit le vrai mur. Le vrai mur. Ok, voilà. Bon, très bien. Donc, ça me fait rebondir un peu sur un des discours de mon oncle, l'illustre Benogo Kassim, voilà, qui me disait comme ça. D'ailleurs, on ne sait pas s'il a construit dans sa vie, lui. Si, il a déjà construit ici. Au village, voilà. Au village, ok. Il se passe à Soweto. Nous, on a un Soweto à Koumassi, là, je ne sais pas si vous voyez un peu. À Koumassi, Soweto, oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ok. Et donc, du coup, Benogo Kassim me disait comme ça, la différence entre l'intelligent
Et le sage, c'est que l'intelligent arrive toujours à régler des problèmes que le sage a su éviter par sa sagesse. Ok, Vous voyez? c'est ça. Et Voilà. donc, c'est comme ça. C'est ça. Et il m'a aussi dit que, ça dit, entre le sourire et le rire, il y a une croix de distribution, voilà, qui lie les deux, qu'on appelle l'amour. Voilà. Et l'amour, c'est parce que quand tu souris, forcément, tu vas rire. Les deux vont de pair. Oui. C'est ça, tu viens de faire. Voilà, c'est ce que, voilà. Vous voyez, voilà. Là, c'est de la manipulation de mots. Et voilà, cette croix s'appelle l'amour. Voilà, Ok. tout ça, c'est l'amour, vous voyez. Ça dit, Dieu est amour, il nous demande vraiment d'aimer nos prochains comme soi-même et tout. Mais souvent, comme je le dis, l'amour, bon, voilà, souvent où on t'aime, c'est pas là-bas, toi tu aimes. Souvent où on t'aime pas, c'est là-bas, toi tu aimes. C'est bizarre. L'amour même est très compliqué, surtout dans le mois de décembre. Il y a plein de choses qui se passent. Bon, des gens sont là. Est-ce que je serai toujours en couple jusqu'en 31 décembre? Est-ce qu'avant, il y a plein de choses? Mais tout ça, c'est l'amour. Donc, en fait, ce qui m'interpelle dans les histoires de l'amour, c'est le début d'une relation. C'est un peu chic, tu vois, entre deux hommes, et bien, entre une femme et un homme. Ça dit, chacun cache. Non, oui, c'est un lapsus, voilà, j'ai lapé, puis elle suicide, voilà. Donc, voilà. Et donc, au début d'une relation, vous voyez un peu, chacun, la fille, elle cache son côté de Cécilia à la magie, le gars aussi, il cache son côté de Dougoutigui. Donc, chacun cache un peu son côté négatif. C'est un peu ça. Pourtant, le comportement, c'est comme cheveux. Voilà, quand tu rases, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, au début, c'est le bébé, ça va, tu as bien mangé. Tu as dit, chacun prend soin de l'autre et tout. Ça va, tu as mangé, tu as dormi, qu'est-ce que tu fais de ta journée et tout. Ça se passe bien et tout. Et voilà, même en conversation, on a dit, toi, il faut couper. Non, toi, il faut couper. Personne ne veut couper. C'est plus chic. Mais comme j'ai dit, le comportement, c'était, ils avaient déjà rasé, donc ça a commencé à pousser. C'est-à-dire, à partir de 2 semaines, tu vois que les choses changent et tout. Le comportement a pris position maintenant, chacun est dans son coin. Le gars, il appelle la fille souvent, à peine même elle peut décrocher. Ou bien le gars, la fille appelle. C'est-à-dire, chacun commence à montrer maintenant son côté négatif, vous voyez. Donc, c'est ce que je disais en introduction. Je dis, l'amour même, c'est quelque chose, on doit s'aimer, mais il y a trop de petits trucs dedans qui fatiguent. Et moi, comme ça, chèque, tu vois, ma première déception en amour, c'était quand j'étais au CP2. Oui. Au CP2. Oui, parce qu'en fait, voilà, la fille que j'aimais au CP2 s'appelait Pélagie, voilà. Mais Pélagie, en fait, elle m'a laissé pour Franck à cause de 2 bâtons de craie. Voilà. Parce que Franck lui a donné 2 bâtons de craie et Pélagie, elle m'a refusé. C'est là que j'ai compris que non, tu vois, la femme, c'est ce qu'on dit, la femme cherche toujours une raison avant de tomber amoureuse. Pourtant, un homme, il a toujours besoin d'un endroit avant de tomber amoureux. Donc, c'est un peu différent quand même. Voilà. Et donc... Voilà. Il a besoin d'un endroit pour tomber amoureux. Oui, c'est un peu Bon, ça. je vais réfléchir pour comprendre après. Ok, d'accord, pas de souci. Et donc, voilà, et nous allons essayer comme ça, voilà, de terminer cette session de déclassification avec une astuce, voilà. Et je le dis toujours, je dis, mais quand c'est petit, c'est pas de ta faute, voilà. Malgré la petitesse, il faut toujours trouver les moyens pour satisfaire ta femme. C'est ce qui est le plus important, voilà. Parce que la petitesse ne vient pas forcément de toi. Voilà, c'est ton patron qui décide de te donner un petit salaire. Donc, dans le petit salaire, faut tu peux te rester dedans pour satisfaire ta femme. Et qui en tout cas est à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici, sur NCI pour la déclassification Des dossiers classés. des dossiers classés. Voilà, des dossiers hypersensibles de la République. On ne parle pas beaucoup de l'agriculture en milieu urbain. On commence à en parler. Ah, On commence à en parler. c'est la bonne nouvelle, ça. L'agriculture urbaine, Oui. justement. Nous, dans les lotissements que nous concevons, il s'agit notamment donc du travail sur, de la ville nouvelle sur laquelle nous travaillons, qui s'appelle Ebra, donc qui est le nom de mon village, du côté de Bingerville, sur 450 hectares. Nous sommes en train de travailler sur donc une véritable ville nouvelle D'accord. et durable, D'accord. où effectivement donc la notion d'agriculture urbaine et de potager partagé rentre en ligne de compte. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va construire des maisons. On construit des on va maisons. prévoir des espaces verts et prévoir des espaces où on peut Tout faire à du fait. jardinage. Aller cultiver ses aubergines, ses oignons, son piment, et ainsi de suite. OK, et même en faire un commerce? Ou juste pour la forme, juste pour le fun? Mais ceux qui peuvent en faire un commerce, pourquoi pas, oui. Mais dans ce cas, comment ça... Alors, j'essaie de comprendre, en fait. Comment ça va marcher concrètement? Parce qu'à un moment donné, oui, c'est une agriculture partagée.
Imaginons que moi je décide d'étendre mon business parce que j'ai pignon sur rue, ça commence à marcher. Je fais quoi? Je m'accapare tout l'espace ou... Pas forcément. D'accord. C'est une agriculture qui évolue avec les nouvelles technologies également. Aujourd'hui, les cultures sous serre permettent d'avoir de fabuleux rendements avec des espaces effectivement beaucoup plus réduits. Vous pouvez avoir au sein d'une ville des serres urbaines et chacun peut avoir son petit carré. Son petit potager. Celui qui a éventuellement les moyens peut peut-être acheter les carrés des autres et pouvoir en faire un business. D'accord. Ce sont des choses qui ne sont pas encore complètement établies, mais qui sont en étude et qui feront partie de notre vie de demain. Ok. On est en plein mois de novembre, il pleut. Ce n'est pas traditionnellement une période de pluie. Il faut bien l'avouer. D'aucuns disent que ce sont évidemment les effets pervers du réchauffement climatique. On va bien le croire. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a effectivement parfois un débordement des eaux pluviales. Parce qu'au départ, Abidjan comptait 1 500 000 habitants et donc les ouvrages d'assainissement étaient dimensionnés en fonction de cette démographie-là. Aujourd'hui, on est à presque 7 millions d'habitants. Est-ce que les ouvrages suivent justement cette évolution démographique galopante, il faut l'avouer? Mais j'ai parlé tout à l'heure donc des... Nous sommes en décembre, j'ai dit novembre. C'est un cas des cas tout ça. L'histoire du sourire, le rire, on s'en sort plus là. Mais on peut dire que le phénomène du changement climatique est bien réel. D'accord. Et effectivement, nous risquons de passer Noël sous la pluie. C'est un fait. Ce sera la première fois, un Noël sous la pluie. Hein? À défaut de la neige. Noël aquatique. Ouais, à défaut de la neige, parce que Sonia, elle aime la neige. On va se contenter de la pluie. Et effectivement, donc, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'ouvrages en construction. Il y a des ouvrages également d'assainissement qui sont en construction pour pouvoir effectivement donc, rattraper le retard que nous avons donc, en termes donc, d'assainissement. C'est un impératif aujourd'hui, mais il y a également l'entretien des ouvrages existants. Vous voyez, vous passez dans les quartiers, vous voyez donc les caniveaux qui sont pleins d'ordures. Et il n'y a personne pour les enlever. Et qui sont ouverts, c'est bien que ce soit ouvert? Non, qu'ils soient ouverts, non. Je pense que nous devons de plus en plus penser à un assainissement comme... Je parlais tout à l'heure de Cocody. Dans le vieux Cocody, les ouvrages sont enterrés. Il y avait effectivement donc, également donc, des stations de traitement des eaux. Il y en a certains qui ne sont plus en service pour défaut d'entretien. Mais je pense que là, nous sommes en train de renouer avec toutes ces bonnes pratiques-là et les prochains quartiers devraient songer à avoir donc, des réseaux enterrés. Pourvu qu'on associe des architectes? Nous nous invitons à la table donc, de concertation pour pouvoir accompagner l'action donc, de l'État. Est-ce que vous adressez quand même ces problématiques-là et ces problèmes-là aussi directement aux autorités? Au moins pour que ça fasse date. Est-ce que vous alertez suffisamment? Bien sûr. Nous l'avons fait par le passé. Et elles vous disent quoi, ces autorités? Quand j'étais président de l'Ordre des architectes, et c'est justement à cette occasion que nous avons eu l'initiative d'organiser Archibat, donc, qui était donc, le salon de l'architecture du bâtiment. Qui créait une plateforme d'échange et de discussion avec le pouvoir public, le pouvoir central, mais également avec donc, les pouvoirs locaux, parce qu'il s'agit également donc, en termes de gouvernance de ville, de changer d'échelle et de pouvoir apporter la gouvernance au plus près, effectivement, des administrés, donc avec les maires, avec les communes. Je me rends compte qu'il parle beaucoup aux gouvernants, aux politiques. En fait, monsieur tout le monde ne peut pas s'offrir les services d'un architecte, en fait. Pardon? Est-ce que monsieur tout le monde peut s'offrir les services d'un architecte? Cette fameuse question. Ça fait peur, hein? Il faut voir un architecte pour construire. Ah bon, non, j'ai pas d'argent. Écoutez, pour moi, ça... et je pense que nous le faisons encore au quotidien, l'architecture doit être accessible à tout le monde, véritablement. Dans le meilleur des mondes? Oui. Est-ce que dans le monde ivoirien, c'est accessible? Malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux. Donc on peut donner l'impression d'être cher. Le bon ratio, c'est un architecte pour 2000 habitants. Un architecte pour 2000 habitants, le bon ratio. Nous sommes 24 millions d'habitants à... Non, nous sommes à presque 30 millions là, bientôt. Ouais, là. bientôt. Si vous prenez 24 millions, nous sommes à peu près 300 architectes. Ok. Vous voyez, donc le ratio n'est pas très bon.
ça fait quoi? Un architecte pour 80 000 habitants, quelque chose comme ça. Il n'est pas très bon. Plus nous serons nombreux, plus effectivement nos villes, ça se sentira sur nos villes. La qualité donc de l'urbanisme et de l'architecture se ressentira sur nos villes. Il faudrait effectivement, dans n'importe un village de 2000 habitants, il devrait avoir un architecte. Quelle forme de rémunération on va lui trouver, ce sont des choses qui se discutent. L'architecte n'est pas si cher que ça. Regardez, si vous faites l'économie donc de l'accompagnement d'un architecte et que vous avez un immeuble qui s'écroule après, vraiment, qui aura véritablement... Ça, on l'a bien compris. Mais quand on prend des lois et qu'on dit qu'il faut impérativement que l'architecte soit au début du projet et en cours du projet et qu'il n'y a pas d'architecte de disponible, est-ce que quelque part, on n'est pas allé un peu vite en besogne? Nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais il y a, mes confrères vont peut-être m'en vouloir, mais il y a à peine 50% des architectes qui vivent véritablement de l'architecture. D'accord. Ok. En d'autres termes, il y a à peine 50 architectes qui sont sollicités. Véritablement. On peut le dire ainsi. Voilà. D'accord. Quelle est la pire des choses qu'on fait en ce moment de la vie de... L'étalage urbain, dont on a parlé tout à l'heure. L'étalage urbain, laisser la ville grandir de façon démesurée, véritablement. Je pense qu'il faut mettre un frein à cela et puis favoriser effectivement des programmes immobiliers avec une très forte implication de l'État. Ça, c'est impératif. On ne peut pas faire de logements sociaux sans implication de l'État. Il faudrait, l'idéal pour moi serait que l'État puisse prendre en compte tous les travaux de VRD et que les populations, les acquéreurs n'aient plus qu'à payer donc, que le prix de la construction. Je parle de cela pour les logements sociaux. Donc, il y a une définition qui est établie pour cela. Donc, pour des logements qui devraient coûter moins de 25 millions, effectivement, il faudrait qu'il puisse avoir un très fort accompagnement de l'État. Pour moi, l'État devrait prendre en charge le VRD, comme l'État prend en charge donc, toutes les infrastructures, que l'État construit les hôpitaux. C'est exactement, ça répond pour moi de la même logique. Si l'État le fait, là, effectivement, on pourrait avoir donc, des logements à moindre coût et pouvoir renouer avec ce que nous avons déjà connu il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire donc avec les locations-ventes. J'en parle de façon très aisée parce que c'est ce que nous faisons en accompagnant donc dans un pays voisin. Nous faisons un lotissement où effectivement on a renoué avec la location-vente. D'accord, voilà. Très bien. Au bout de 17 ans, les gens payent un loyer et deviennent propriétaires. Parfait. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, on sera rejoint par la jeune artiste Ayane. Il vous a envie d'écouter de la musique quand même, j'imagine. Vous écoutez de la musique? Surtout quand vous concevez peut-être des bâtiments. Tout à fait. D'accord. Bon, ce qui arrive, c'est peut-être pas du jazz. Je présume que c'est du jazz. Que vous Évidemment. C'est le cliché dessus des architectes. Anglaise, Ou de la pop anglaise. Non, ce qui arrive, c'est une jeune artiste. On va la découvrir ensemble. On marque une pause. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Le 12 décembre 2019, il y a 3 ans, on lançait la première émission, le premier épisode de cette télé d'ici. C'était la toute première émission, d'ailleurs, qui marquait la libéralisation de l'espace télévisuel de Côte d'Ivoire. Et la toute première émission ressemblait à ça. La production tient absolument à ce qu'on diffuse cet élément-là. On va le diffuser, c'est le petit truc en plus. Déjà. Je ne sais pas, on va regarder ça. La télévision numérique terrestre, la TNT, est une réalité après autant d'années d'attente. On en parle évidemment avec le ministre de la Communication et des Médias, Sidiki Bokotori, qui nous fait l'amitié de répondre à notre invitation. À ses côtés, on aura le directeur général de l'IDT, l'Ivoirienne de télédiffusion, Adama Benoît, avec qui on reviendra évidemment sur les exigences techniques de la TNT. En deuxième tableau de cette télé d'ici, on recevra Djeli Mézil, le chorégraphe. Elle a fait du social une sorte de sacerdoce. Et à ses côtés, on recevra également Hassan Hayek, qui se présente comme le vagabond de la charité. En dernier tableau, pour terminer en rythme et en cadence, on recevra celui qui totalise aujourd'hui une 30aine d'années de carrière. C'est le roi du Zoblazo, Frédéric Ewimewe, un invité d'ailleurs, et il nous offrira un live exclusif dans la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue.
Ça va. On sent le stress. Pas du tout. On sentait le stress. La coiffure a un peu poussé. Il y a la couronne. Couronne surtout. Quelques petites rides là, mais ça va. Ah bon? Non, là, il était encore plus jeune. Non, je qu'ici. parle de là. Je parle de maintenant. Je fais ça va, sinon ça va. Et puis Cheikh Ivan était écrit d'une. Non, ça va. De manière un peu bizarre, quoi. Ça va. D'accord. On peut parler de copropriété? Rapidement, quand même. On n'en a pas évoqué cette question. Oui, non, c'est une question qui n'a pas été évoquée, mais dans tous les lotissements à Abidjan, ce qui manque, effectivement, c'est un accompagnement juridique et de gestion, donc de la copropriété. Les gens ne comprennent pas ce que c'est vraiment la copropriété, apparemment. Et pourtant, c'est ce qui devrait permettre donc d'entretenir et de conserver vraiment les quartiers et les habitations. Quand on habite ensemble, au-delà de chez nous, il y a un espace commun qui est responsable donc de la propreté. Non, moi je m'occupe de ma maison, c'est tout, voilà, c'est ce que j'ai acheté. Et ces notions-là, effectivement, il y a des textes effectivement qui les établissent, mais il faut véritablement qu'on s'attache à les faire appliquer, véritablement. On dit vulgairement que l'habitant du rez-de-chaussée ne comprend pas pourquoi il doit cotiser pour l'ascenseur alors qu'il n'habite pas là-haut. Tout à fait, ou pour l'étanchéité, l'étanchéité. jusqu'à ce qu'il y ait des troubles, donc des inondations chez lui. Donc effectivement, toutes ces notions-là, effectivement, nous dans les programmes que nous concevons, effectivement, donc ces notions-là sont véritablement prises en compte et c'est ce qui garantit effectivement donc la qualité du logement et du bien qu'on va acquérir. Votre père vous rêvait pharmacien, vous pensez qu'il a... il a eu raison ou pas? Vous êtes aujourd'hui architecte? Plutôt. C'est bon, il est pharmacien. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion donc de me voir grandir dans la profession. Mais effectivement, je pense que de là où il est, j'espère qu'il est un peu fier. Donc. En tout cas, nous, on est très fiers de ce que vous faites. On est très fiers, en tout cas. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez accompli, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Et on vous souhaite encore une fois bon vent pour la suite. Merci. Restez avec nous, on va écouter de la musique quand même. Architecture et musique, ça rime. Hein, parce que, voilà, le vent, c'est aussi de la musique. Quand on dessine, on écoute de la musique. Celle qui arrive, elle a quelque chose en commun avec vous. Elle adore le dessin, m'a-t-on dit. En plus d'être coach sportive, en plus d'être aussi adepte de la mode. Et elle dessine, voilà. Mais elle a abandonné tout ça, elle, pour chanter. Hein, comme vous avez abandonné le rêve de votre père de vous voir pharmacien pour être architecte. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici. Ayane, on se retrouve demain. D'ici là, take care. Dieu sait comment. Des fois j'ai envie de gâter, mais c'est toi que je regarde. Oh, viens, c'est comment. J'ai envie de gâter, mais c'est toi que je regarde. Je suis fatiguée de s'avaler. Mon espoir se meurt, faut me regarder. Je suis fatiguée de s'avaler. Tous mes péchés, faut pardonner. J'ai pris l'habitude d'être forte. Épuisée, je n'ai plus de force. C'est comment? Faut faire seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. Je suis le soutien, l'espoir de ma maman. Quand je ne peux pas l'aider, je le vis mal. Je fais que bara, y a pas de résultat. Je me demande ce que j'ai fait de mal. Parfois l'effort ne suffit pas. Si tu ne dis pas ton dernier mot, yeah, yeah, yeah. Ah, viens toi-même, faut voir et dis un mot sur ma vie. Faut faire seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu.
seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Il faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Oh. Faut déjà seulement un peu. Merci. Je sais qu'il y a plein ici qui connaissent la chanson, donc libérez-vous. Voilà, merci. Ah, le pain. Ok. On me drague, c'est payé pas. Faut payer la me drague, c'est payé pas. Y'a les bonbons pain qui me draguent, c'est payé si bien. Sinon, je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mettre sa pescule dans mon affaire. Mais les choses de la honte là, la honte là, les choses où on doit justifier. Je n'aime pas trop la honte là, les choses de la honte là, la honte là. Après ça, il est cher, parce que je veux mon pain. Faut pomper là, moi je peux manger tout. Pour moi, les Mongols appellent s'entêter. Pays c'est, tu me critiques si elle me fâche là. Très jamais sera la vendetta. Sur moi, les Mongols crush. Si moi je veux, je les couche. Ils sont tous fans de ma bouche, accro à mes torts comme si c'était Audi couche. Joe, c'est payé à mon éducation. Il veut pas salir ma réputation. Sinon, faut beau gosse, faut sport, vos étalons. Allez finir en équitation. C'est payé à mon éducation. Il veut pas salir ma réputation. Sinon, faut beau gosse, faut sport, vos étalons. Allez finir en équitation. Ok, on me drague. C'est payé pas. Faut payer la me drague. C'est payé pas. Y'a les bonbons pain qui me draguent. C'est payé si bien. Sinon, je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mettre sa pescule dans mon affaire. Mais les choses de la les choses où on doit justifier. Je n'ai pas trop la honte là. Les choses de la après ça, il me cher. Parce que je veux mon pain. Et c'est vrai que j'ai mousseau. Mais actuellement là c'est bizarre. C'est toi qui seras ma titulaire. Évalue des positions de crisard. C'est ce que ton gars m'a dit. T'es une amie de la famille. Pardon, faut venir confirmer. Sinon moi je vais faire. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Il paraît que c'est doux de manger le pain d'autrui. Hein? Ok, Joe, c'est payé bonne éducation. Il veut pas salir ma réputation. Sinon faut pas gosse, faut sport, faut étalons. Allez finir en équitation. Hey, on me c'est payé pas. Faut payer la me drague. C'est payé pas. Y'a dit y'a les bonbons pain qui me draguent. Hein, c'est payé si bien. Sinon je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa pescule dans mon affaire. Mais les choses de la honte là. Hey, la honte là. Les choses où on doit justifier. Je n'ai pas trop la honte là. On dit que les choses de la après ça, il me gère. Parce que je veux mon pain. Ah, le pain. Le pain. Souvent le pain est croustillant. Mais tu ne peux pas manger. C'est pas pourquoi. Ah, le pain. Le pain. Souvent le pain. Ah, le pain a honte. Il a honte. Ok. Ok. Le pain. J'ai dit que le pain. J'ai dit que le pain, on me drague. Ayane, sur qui il faudra compter, évidemment. Ayane qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2017, c'est bien ça, dans la musique. On va lui souhaiter évidemment toute la force, bonne chance et bravo, c'est très bien.